Thank you. Sandrine Bellier. Sandrine, à vous. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, deux propos préliminaires. D'une part, je tenais à vous signaler qu'il y a un erratum qui a été envoyé, notamment concernant l'exposé des motifs du rapport de règlement dans sa version anglaise. Et puis, vous dire que ce matin, dans ma présentation, je vais traiter simultanément les deux rapports que j'ai en charge pour le Parlement européen. D'une part, le rapport sur la ratification du protocole de Nagoya et du projet de règlement qui est relatif à cette ratification. Revenir d'abord sur le contexte. Dans le domaine qui nous occupe dans ce rapport, le constat est avéré et partagé. Je ne m'y attarderai pas pour simplement rappeler l'essentiel. Lutter contre la perte de la biodiversité est notre responsabilité et elle doit être une de nos priorités dans nos agendas politiques internationaux, européens et nationaux, notamment face à une perte qui ne cesse de s'accélérer et de s'aggraver. C'est plus de 26 000 espèces qui disparaissent chaque année. Un tiers des espèces sont menacées, selon la dernière liste rouge de l'UICN, et 60% des écosystèmes ont été dégradés sur les 50 dernières années. Nous connaissons une crise de la biodiversité sans précédent dans l'histoire, dont les conséquences pour nos sociétés auront un coût social, économique et environnemental. Ne pas agir, c'est condamner les services écosystémiques, les services rendus gratuitement par la nature, qui nous assurent notamment une qualité de l'air et de l'eau, une sécurité alimentaire et des perspectives en termes de découverte médicale. Cette perte a un coût qui viendra s'ajouter à la crise économique et sociale qui se durcit, une perte évaluée à 50 milliards d'euros par an, soit près de 7% du PIB mondial à l'horizon de 2050. Alors, et si la nature n'a pas de prix, sa destruction a un coût, et paradoxalement, l'utilisation rationnelle, rationnée et durable de la nature nous offre de développer des avantages et des bénéfices pour l'ensemble de l'humanité qu'il nous appartient aujourd'hui, dans un souci d'équité et de solidarité, de savoir partager. Cette biodiversité, c'est notre assurance vie, notre capital naturel. Notre Parlement l'a déclaré et voté dans une résolution il y a tout juste un an, le 20 avril 2012, rapport de mon collègue libéral Gerbrandyan Gerbrandy. La diversité biologique, le vivant, que nous assurons de ne pas voir disparaître aujourd'hui, représente assurément un réservoir immense d'innovation, de découvertes scientifiques, d'applications potentielles et de progrès humains. Pour en venir au protocole de Nagoya, pour nous inscrire dans une dynamique d'action et de respect de nos engagements internationaux, l'Union européenne, et c'est l'objet des deux rapports dont je suis rapporteur pour notre Parlement, doit d'une part ratifier le protocole de Nagoya et se doter d'un nouvel outil, nouvel instrument juridique européen sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation et des savoirs traditionnels qui y sont associés. Le protocole de Nagoya d'abord. L'Union européenne a été un des acteurs majeurs pour son adoption lors du sommet onusien sur la diversité à Nagoya en 2010. Notre Parlement a joué un rôle majeur dans cette issue, avec une délégation active sur place, menée par mon collègue Jo Leinen, et une résolution invitant la Commission et les États membres à jouer un rôle moteur et à parler d'une seule voix, résolution dont le rapporteur principal était Madame De Lange. Ceci dans le contexte de l'après-chaos du sommet de Copenhague. Ce protocole est un des trois piliers d'une nouvelle stratégie mondiale pour la biodiversité, s'inscrivant dans le cadre de la Convention sur la biodiversité biologique de 92 et visant, sur la base du constat d'échec des précédentes stratégies, à marquer une nouvelle étape 20 ans après. Je vous rappelais que l'Union européenne a été depuis 3 ans moteur dans les négociations. Notre intérêt, notre cohérence suppose que nous soyons présents à la table de négociation onusienne lors de la prochaine conférence des parties en 2014 en Corée du Sud. Et si nous voulons conserver la confiance et notre leadership, nous devons impérativement nous doter rapidement des instruments législatifs qui nous permettent de ratifier le protocole de Nagoya. Et au-delà de l'importance d'être présente à la table des négociations, les enjeux pour l'Europe sont aussi très importants, car nombreux sont les acteurs et les secteurs concernés par l'utilisation des ressources génétiques, telles que les industries de biotechnologie, pharmaceutiques, cosmétiques,
alimentaire, mais pas seulement, puisque nous avons une longue tradition de collection grâce à nos jardins botaniques et autres muséums, et un secteur de la recherche très actif avec de nombreux instituts de recherche et universités. Il faut assurer pour nos utilisateurs un accès durable aux ressources génétiques qui sont majoritairement dans les pays tiers du Sud, avec lesquels nous devons maintenir et accroître nos relations de partenariat et de confiance. Ce protocole y participe et participe au respect mutuel et principe d'équité auquel nos concitoyens aspirent nous voir répondre dans le contexte de crise économique, morale et politique qui frappe l'Europe et la communauté internationale. Il n'y a aucun désavantage concurrentiel ou économique mondial, comme j'ai pu l'entendre, à s'inscrire et inscrire notre économie dans le respect de valeurs que prônent et qui sont le fondement de l'Union européenne, l'équité, le partage, la préservation de la biodiversité et le respect des droits humains. Au contraire, et mes propositions vont dans ce sens, et sur la base de la proposition de la Commission européenne, elles visent à faire coller notre règlement communautaire au plus près de la lettre du protocole de Nagoya pour assurer à tous les acteurs, petits et grands, une sécurité juridique maximum. Excusez-moi, Sandrine. Can you speak a little bit less loud? Because it's very hard to hear the translation. Thank you. Moins vite alors, d'accord, merci. Désolée. Et moins fort. C'est que, comme vous le savez, c'est un sujet qui me motive particulièrement. Et donc j'y mets toute mon énergie pour tenter de vous convaincre et de ne laisser aucun doute à la pertinence et l'intérêt de ratifier le protocole de Nagoya et d'adopter un règlement le plus ambitieux possible. Alors je vous disais, mes propositions vont dans le sens du respect des valeurs de l'Union européenne sur la base de la proposition de la Commission européenne et elles visent à faire que notre règlement colle au plus près du texte du protocole de Nagoya pour assurer à tous les acteurs européens, petits et grands, une sécurité juridique maximum, un allègement du fardeau administratif et une harmonisation européenne contre toute concurrence déloyale et non éthique, mais aussi de favoriser l'innovation européenne dans un cadre clair, commun, qui garantit un accès durable et d'assurer que des avantages et bénéfices soient générés pour la préservation de la biodiversité, son utilisation durable au bénéfice du plus grand nombre, utilisateurs et détenteurs. Pour en venir précisément au projet de règlement, la Commission européenne a proposé en octobre dernier un projet de règlement relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Cette proposition de règlement traite principalement du troisième pilier du protocole de Nagoya, à savoir celui des obligations des utilisateurs. Le règlement proposé se focalise sur ce pilier tout au long de ses 17 articles. Il s'articule autour d'une ossature composée de l'article 4, qui définit les obligations des utilisateurs, l'article 7, qui établit les points de contrôle dans la chaîne d'utilisation, l'article 9, qui met en place le contrôle du respect des obligations, et l'article 11, qui énumère les sanctions possibles en cas de non-respect des obligations. La proposition de la Commission est une base intéressante et solide pour construire un système efficace à l'échelle européenne, mais elle n'est pas suffisante en ce qu'elle néglige, à mon sens, la question essentielle du partage des avantages. Elle manque de la consistance nécessaire pour assurer un système simple, clair, applicable par l'ensemble des acteurs. Aussi, je vous propose, et c'est la majorité de mes amendements à ce texte, de coller d'une part au plus près, je vous le disais, de l'esprit et de la lettre du protocole de Nagoya, qui est notre référence internationale, et que nos modifications servent l'objectif principal de ce traité et du présent règlement, à savoir la préservation de la biodiversité et de son utilisation durable au travers du mécanisme d'accès et de partage des avantages. Mes propositions visent à clarifier au maximum le cadre légal établi pour les utilisateurs européens et à répondre aux attentes de nombreux acteurs vis-à-vis des différentes situations et besoins rencontrés. Parmi ces derniers, la traçabilité des ressources et la sécurité juridique des utilisateurs tout au long de la chaîne d'utilisation sont des points clés auxquels j'ai porté une attention particulière afin que l'utilisation des ressources génétiques puisse bénéficier à tous les citoyens européens, aux entreprises petites et grandes, en passant par les instituts de recherche et les collections, tout en boostant l'innovation et la recherche scientifique, sans oublier les pays et populations initialement détentrices de la ressource utilisée. Au titre des amendements, je vous propose en 6 points d'énoncer mes principales propositions. Je propose que soit intégré en premier lieu l'objectif de préservation de la biodiversité
telle que définie dans l'article 1 du protocole de Nagoya, afin de rappeler à l'ensemble des acteurs l'enjeu du présent règlement. Je propose ensuite que soient clarifiées les définitions en reprenant mot pour mot celles présentes dans le protocole de Nagoya et en s'inspirant de celles de la Convention biodiversité pour celles que la Commission a nouvellement définies. Je propose ensuite que le principe de diligence nécessaire soit couplé avec un principe d'interdiction. Le principe reste la confiance, mais il doit être balancé par la possibilité de sanctions en cas de non-respect des obligations. Et c'est en ce sens que je propose que l'Union européenne définisse légalement ce qu'est l'infraction de biopiraterie pour l'interdire et en définir les sanctions appropriées, notamment par une mise à jour de la directive relative à la protection de l'environnement par le droit pénal. Aujourd'hui, c'est une infraction morale qu'il nous appartient et qui profiterait à tous de voir définie légalement. Conformément au protocole de Nagoya, ensuite, je propose par divers amendements d'améliorer l'assurance en tout temps du respect de la chaîne d'utilisation des ressources génétiques. Un utilisateur doit s'assurer d'un nouveau contrat si son utilisation diffère de celle qui était définie par le précédent contrat, ou, le cas échéant, s'il n'y avait pas de contrat originellement établi. Un tel mécanisme permettra de s'assurer de l'intégrité de la chaîne d'utilisation tout en renforçant la sécurité pour les utilisateurs et en garantissant un véritable partage juste et équitable des avantages en cohérence avec le type d'activité de l'utilisateur. Et puis, dans le cas où un contrat au titre du protocole de Nagoya ne peut pas être établi, comme c'est le cas pour les ressources génétiques dites historiques ou les ressources génétiques hors des juridictions nationales, par exemple tirées en eau extraterritoriale, je propose que les bénéfices soient reversés à un fonds de l'Union sur le partage des avantages. Ce fonds est une étape vers la création d'un mécanisme multilatéral mondial de partage des avantages tel que défini à l'article 10 du protocole de Nagoya et pour lequel l'Union européenne est pleinement et s'est pleinement engagée dans les négociations en cours. Enfin et pour finir, il me semble nécessaire de renforcer les points de notification, dits points de contrôle, définis à l'article 7, pour fluidifier le processus et assurer la traçabilité sans opérer de distinction entre financement de recherche publique ou privé, et en instaurant une notification du contrat au titre du protocole de Nagoya lors du dépôt de demande de brevet pour un produit qui contiendrait une ressource génétique. Et pour compléter encore l'architecture, une simple notification devra aussi intervenir lors de l'entrée d'une ressource génétique dans le système européen. Cette amélioration du suivi n'est pas une charge supplémentaire, au contraire, elle permettra de diminuer les contrôles prévus à l'article 9 et donc d'alléger la charge à la fois pour les États membres et la contrainte pour les entreprises. Je ne doute pas à ce stade de la capacité de notre Parlement à améliorer la proposition de la Commission pour l'adoption de ce règlement et de la ratification du protocole de Nagoya en vue de nous doter d'un mécanisme effectif et efficace. Je remercie d'ores et déjà les shadow rapporteurs des autres groupes politiques et les différents acteurs pour le travail à venir et qui devrait nous permettre de franchir un pas décisif au-delà des mots et des bonnes intentions pour assurer la préservation de la biodiversité et son utilisation juste et durable et équitable. J'espère votre soutien dans cette entreprise et je serai attentive à vos remarques, commentaires et propositions. Merci. Thank you very much, Sandrine, and thank you for your dedication and... Merci Sandrine, merci de cet enthousiasme. Vous savez que c'est un problème juridiquement très complexe. Je vais maintenant passer la parole aux rapporteurs fictifs des différents groupes. Ils ne sont pas tous présents, mais nous avons des orateurs et des porte-paroles des différents groupes. Je vais passer la parole à Madame Ayuso, qui va parler au nom de Madame Gutiérrez Cortines. Merci. Vous l'avez dit. Madame Gutiérrez a dû s'en aller. Tout d'abord, je voudrais féliciter notre rapporteur pour son enthousiasme communicatif. C'est un enthousiasme admirable qu'elle a investi dans ses rapports. Madame Gutiérrez souhaitait souligner qui permettra d'appliquer à l'Union européenne le protocole de Nagoya ratifié par les États membres ne doit pas être modifié. Ce protocole ne doit pas être modifié.
le texte qui sortira de ce Parlement et le texte de la Commission doivent correspondre aux dispositions du protocole de Nagoya. C'est pourquoi Mme Gutiérrez a déposé des amendements qui entendent rectifier le tir, qui veulent élargir les compétences de l'Union européenne par rapport aux dispositions du protocole de Nagoya quant à l'utilisation des ressources génétiques non soumises à la juridiction des États membres, c'est-à-dire la haute mer et les eaux internationales. Pour ce faire, elle a déposé des amendements qui étendent les actes délégués pour permettre à la Commission de légiférer. Le protocole de Nagoya, non seulement parle des ressources génétiques qui sont soumises à la haute mer des États membres, et se limite à ça fondamentalement. Donc on ne peut pas aller au-delà. Nous ne pouvons pas nous écarter des dispositions du protocole qui nous dictent ce que nous devons appliquer. La capacité de sanction évoquée par le rapporteur sur ces amendements doit être évoquée. Dans quelle mesure ces propositions d'amende et de sanctions que nous estimons excessives correspondent-elles vraiment à la légalité du protocole? Le protocole prévoit toute une série d'éléments qui peuvent effectivement être développés. Et certainement, certaines définitions qui permettront de mieux appliquer le protocole devront être incluses. La création, par exemple, d'un catalogue de ressources génétiques est essentielle, aussi bien pour les États membres que pour les pays tiers. Et le protocole de Nagoya l'établit à son article 7. Il faut dès lors développer ce point pour arriver à un meilleur contrôle des ressources génétiques. Tout comme il est important de développer la capacité de recherche et de développement liée aux ressources génétiques, comme prévu par le protocole. Sur ce premier point, je pense qu'aussi bien le Parlement que la Commission doivent faire un effort législatif en la matière. La recherche est un élément essentiel qui nécessitera une injection financière et dès lors un budget y afférent. Dans certains des amendements de Mme Gutiérrez, d'ailleurs, nous voyons des ébauches de propositions qui vont dans ce sens. Merci. Merci Mme Ayuso. Criton Arsenis, qui va parler au nom de Pavel Poc. Thank you very much, Chair, and, Merci, Président. Je vais en effet lire les notes qui m'ont été transmises par M. Poc, qui n'a pu assister à cette réunion, et je conclurai avec mes commentaires personnels. Ce texte est important pour les institutions académiques, les industries pharmaceutiques, l'industrie verte, l'industrie et les biotechnologies. La proposition de la Commission traite principalement avec le pilier destiné aux consommateurs et sur l'utilisation des ressources génétiques. Monsieur Poc aimerait remercier Madame le rapporteur et son équipe pour cette bonne proposition. Se félicite des modifications dans les définitions, qui pense qu'il faut faire le lien avec le protocole de Nagoya de manière plus précise que le texte proposé par la Commission, soutient la proposition du rapporteur pour améliorer la clarté juridique et pour créer des conditions prévisibles pour l'accès aux ressources génétiques. Il dit aussi qu'il y a aussi les conséquences de la directive qui doivent être prises en compte, notamment les formes futures de l'utilisation des ressources génétiques. Il pense que la proposition de la Commission ne couvre pas l'utilisation des ressources génétiques. Le représentant de la Commission a dit que les ressources génétiques qui ne pourront pas être suivies devront être exclues du règlement. Madame le rapporteur propose que toute nouvelle forme d'utilisation qui n'a pas été définie avant l'entrée en vigueur de ce règlement soit couvert par un moyen qui, pour M. Poc, paraît très innovant, ce qui permet de mieux prévoir l'utilisation des biotechnologies. M. Poc conclut
assurant l'intégrité de la chaîne, des propositions vitales et du système de contrôle proposé par Madame le rapporteur. Le règlement n'est rien de plus qu'un texte fondé sur les obligations découlant du protocole de Nagoya, sans s'y référer pourtant. Donc nous pensons que l'Union européenne doit prendre en compte toutes ces obligations. Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec le rapporteur, je la soutiens et je la félicite pour son travail. Personal remarks as well. Merci Criton de ses remarques personnelles. Je vais maintenant passer la parole à M. Gerbrandy au nom du groupe libéral, c'est-à-dire à moi-même. Pour ma part, je voudrais aussi commencer par remercier à la fois la Commission ainsi que la rapporteure pour un très beau travail. Oui, il faut bien se rendre compte. C'est le stade final de décennies de travail. Pendant des années, au niveau de la planète, on a essayé de négocier pour trouver de meilleurs moyens d'accéder et de partager les avantages de nos ressources génétiques. Et franchement, c'est quand même, on peut être heureux d'être présent à l'étape finale, ce qui ne veut pas dire que ce soit facile, surtout sous l'angle juridique. C'est une affaire extrêmement compliquée. Alors, il faut bien mettre l'accent sur le principal objectif, la préservation de la biodiversité. Vous me voyez profondément convaincu de ce que ce protocole est une façon de monétariser la valeur de la biodiversité, de s'en servir comme une façon pour préserver la biodiversité pour l'avenir aussi. Bon, il n'y a pas que du partage de bénéfices, hein, il ne s'agit pas que de ça, il va aussi d'accès. Il faut veiller à ce que les autorités publiques, les universités, le secteur économique, l'industrie aient accès aux ressources génétiques dont nous disposons parce qu'il y a encore beaucoup de trésors dans cette planète. Je parcours quelques points mis en exergue d'ailleurs par le rapporteur et évoqués par quelques rapporteurs fictifs. Je soutiens fortement la proposition de Sandrine visant à renforcer la due diligence. Ainsi, je crois que la lutte contre la biopiraterie avec simplement des instruments légers et des incitants, des carottes, non, c'est pas bon. Et il faut voir ce qu'on a fait pour le bois, par exemple, et être prêt à frapper plus durement. Et donc, je me réjouis aussi de l'aspect sanction. Bon, et je me félicite de la proposition d'un rapporteur visant à ajouter ce règlement, dans ce champ d'application, la directive internationale sur les crimes de ce type. Mais alors, je voudrais qu'on nous dise du côté de la Commission ce qu'on pense vraiment de cela. Il n'y a pas eu beaucoup d'adoptions dans le cadre de cette liste. Donc, Commission comme Conseil, pourrait-il nous dire ce qu'il pense de cette liste? Alors, la rétroactivité, c'est un des points les plus épineux. Je m'adresse cette fois-ci tant à la rapporteure qu'à la Commission. Juridiquement, on va faire comment? J'aimerais tant l'avoir, la rétroactivité, mais j'aimerais aussi avoir la sécurité juridique, tant pour le monde universitaire que pour l'industrie. C'est envisageable pour les juristes de suivre l'idée de la rapporteure, c'est-à-dire prendre l'entrée en vigueur de la Convention sur la biodiversité, prendre la date de départ là aussi, la date d'entrée en vigueur aussi pour nous dans ce contexte, je ne sais pas. Et puis, toujours dans le contexte de la rétroactivité, la plupart des ressources génétiques sont déjà reprises dans des banques de données. Sans rétroactivité, je vous demande à quoi ça sert ce qu'on fait ici. Est-ce qu'on n'a pas déjà tant de ressources génétiques déjà inscrites que s'il n'y a pas de rétroactivité du tout, on ne voit pas très bien jusqu'où on peut prétendre aller. Je me tourne de nouveau vers la Commission, parce qu'il y a quelques pays, et un grand, comme les États-Unis, qui ne sont pas partis à la Convention sur la biodiversité.
Si une société, une firme américaine veut mettre sur le marché européen des produits contenant des ressources génétiques, nous allons vérifier si se sont acquittés des sommes qu'ils devaient payer. Et est-ce que c'est vrai, même si les États-Unis ne sont pas partis à la Convention, comme je viens de le dire, on peut quand même agir sur ces entreprises quand elles arrivent sur notre marché? Ou est-ce que ça, c'est vraiment un gros problème parce qu'il y a un moyen, là, d'ouvrir la porte à ce qu'on ne veut pas, ou est-ce que ça offre aussi à nos sociétés une capacité d'évasion, un peu comme l'évasion fiscale? Est-ce qu'on peut envisager une possibilité d'évasion face à l'application de cette convention, au respect de cette convention? J'attends la Commission sur ce point. Autre question, cette fois-ci à la rapporteure à la Commission. Le point de contrôle particulier introduit par la rapporteure, le checkpoint, y compris l'Office des brevets. On me fait savoir que ça risque de coûter vraiment très cher, la gestion de tout ça. Et on veut quand même essayer d'éviter cela dans ce protocole. Voilà, je me tourne vers les deux. Il me reste 2 points. Beaucoup d'entreprises se sont tournées vers moi pour demander une dérogation pour être exclues du champ d'application de ce règlement. Pour moi, si on commence comme ça à ouvrir la porte à certains, faire des aménagements pour certains, eh bien, on ne fait pas correctement notre travail. Alors, je ferai remarquer que dans l'Organisation des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, la FAO, il y a déjà certains secteurs qui sont exclus du champ d'application du règlement. Alors, moi, qu'est-ce que je dis à ceux qui me font ce genre de demande? Et la rapporteure prévoit un fonds de l'Union pour financer la conservation de la biodiversité. L'idée, je l'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je crois que ça doit être un fonds temporaire. Le protocole prévoyant déjà un fonds international. Alors, la Commission, qu'en pense-t-elle? Parce que ça pourrait s'avérer être très important si l'on veut financer à l'avenir la préservation et la conservation de la biodiversité, ce qui est un des très gros problèmes dans la lutte que nous voulons organiser. Alors, il faut se doter peut-être d'un moyen de financer cela. Et j'en reste là. Maintenant, le prochain rapporteur fictif, Alain Rosbach, pour le CLR. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout d'abord, je voudrais remercier de tout le... Mais comme je parle danois, mettez vos écouteurs si vous voulez m'écouter. Je voudrais remercier Madame le rapporteur pour son travail plein d'engagement et d'enthousiasme. Je suis extrêmement heureuse que des séminaires aient eu lieu en la matière pour nous éclairer. Et d'ailleurs, merci également d'avoir fourni tout ce matériel à nos collaborateurs aussi, Sandrine, merci beaucoup. Nous avons vu plusieurs des versions linguistiques, mais certaines étaient manquantes, ce qui fait que nous n'avons pas pu véritablement voir tout. C'est 55 pages ce rapport, c'est beaucoup. C'est très compliqué quand on ne parle pas toutes les langues de tout comprendre, et en plus la pression du calendrier est grande. Et moi, si j'avais eu ceci dans ma langue maternelle, ceci m'eût sans doute beaucoup aidé. Par exemple, l'exposé des motifs, je l'ai reçu hier. C'est pas toujours facile de tout lire. Ceci dit à part. Je crois qu'il faudrait peut-être reporter le traitement du point pour que tout le monde ait eu le temps de tout lire et de préparer correctement, et pas ici passer à la hussarde. Quant au rapport en tant que tel, je conçois tout à fait le grand travail qui a été consenti pour la rédaction de celui-ci. Nous soutenons à plein le protocole de Nagoya. Par contre, nous sommes moins enthousiasmés par les propositions de la Commission qui vont au-delà des dispositions du protocole de Nagoya. Par exemple, la Commission veut élargir la définition de ce qu'on appelle les ressources génétiques par rapport à la Convention des Nations Unies. On sait que les Nations Unies définissent ce qu'on appelle la biodiversité. Pour nous, tous les protocoles ne doivent pas automatiquement être appliqués au niveau de l'Union européenne. Mais
par le truchement d'une réglementation. Nous sommes également préoccupés par la subsidiarité. Et nous voulons souligner que les compétences sur l'accès aux ressources génétiques doivent rester entre les mains des différents États membres. Pour nous, comme vous le savez, la connaissance empirique et traditionnelle qui a été acquise doit rester entre les mains des États membres. La proposition de la Commission ainsi que le rapport de Mme Bélier sont des points très importants, mais ils doivent rester du ressort des États membres et pas être transférés au niveau de l'Union européenne. Les ressources existent déjà dans les différents des États membres, sont très divergentes, très différents, très hétérogènes. Donc c'est aux États membres de savoir comment ils veulent les utiliser, et pas l'Union européenne. Moi-même, j'ai été au Brésil, et ailleurs d'ailleurs. Quand on a parlé de l'introduction de ce type de réglementation, tout le monde a souligné qu'en fait, on s'aperçoit que toutes ces ressources peuvent être utilisées de façon multiple, qu'on travaille de façon traditionnelle, ce qu'on appelle la science traditionnelle, ou pas. Et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas au niveau mondial qu'on va pouvoir régler ceci, pas plus qu'au niveau européen, mais plutôt au niveau national. Quant au niveau du suivi et de la surveillance, nous préférons la proposition de la Commission par rapport à celle du rapporteur. Nous pensons que la proposition de la Commission est la façon la plus efficace de procéder, car nous craignons que les nombreuses propositions du rapporteur puissent être lourdes et avoir un effet inverse. Et nous pouvons craindre malheureusement que certaines entreprises soient simplement et purement délocalisées et quittent le territoire européen. Et ça, véritablement, je ne pense pas que ce soit l'objectif de Mme Bélier, pas plus d'ailleurs que l'objectif de qui que ce soit. Ce ne serait que reporter les problèmes ailleurs. Pour le reste, nous félicitons des propositions de Mme Bélier. J'ai simplement exprimé les préoccupations sur certains aspects de ces propositions. Maintenant, ça, c'était au nom de mon groupe. Maintenant, au nom de mon propre, enfin non, à titre personnel. Il y a des milliers d'espèces qui disparaissent chaque année. Et ça, c'est dramatique. Donc, il est grand temps de régler ceci. En plus, la démographie augmente, la population explose. Et ça signifie que nous serons obligés d'avoir des surfaces de plus en plus grandes pour produire des denrées alimentaires. C'est mécanique. Maintenant, comment régler la question? Ça, c'est une autre question. Ce n'est pas évident. Mais c'est un problème qu'il faudra régler. Parce que sinon, la biodiversité sera sacrifiée. Et ça, on ne peut pas accepter. Et là, je suis d'accord avec le rapporteur sur ce point. Je l'en remercie. Je remercie d'ailleurs de son excellent travail. J'espère pouvoir l'aider au fil des travaux. Merci. Thank you very much, Mrs. Rosbach. Merci, Madame Rosbach. Je n'ai plus d'autres orateurs sur ma liste. S'il en est ainsi, je voudrais donner maintenant la parole à la Commission européenne. C'est M. Stilstrass, n'est-ce pas? Je vous en prie, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de nous donner l'occasion de nous exprimer sur ce dossier. Merci pour les nombreuses questions que vous nous avez posées et auxquelles nous allons tenter de répondre dans un instant. Je vais donner la parole après mon intervention à mes collègues qui pourront répondre à vos questions. Merci aussi au rapporteur qui a très bien décrit le contexte du dossier sur lequel nous travaillons, la biodiversité, la perte de la biodiversité. Et nous avons apprécié que vous-même et le président avez insisté sur le fait que nous travaillons sur la question de l'évaluation des écosystèmes dont on parle beaucoup. Je crois que grâce à cette proposition, nous avons engrangé des progrès. Après des années de négociations internationales, on en arrive désormais au stade législatif. Et tout ce qui reste maintenant, c'est le stade de l'exécution, de la mise en œuvre. Il est important aussi de voir aussi dans ce projet de législation comment permettre la meilleure mise en œuvre possible après l'adoption de cette proposition. Le règlement
prévoit des règles pour les utilisateurs des ressources génétiques dans l'Union européenne et le partage des résultats avec les pays bénéficiaires. Nous avons rédigé cette proposition après une consultation avec toutes les parties prenantes et une évaluation d'impact très détaillée qui a envisagé plusieurs solutions. Et il s'agit d'établir l'équilibre entre les fournisseurs et les usagers, protéger la biodiversité, protéger aussi les droits souverains des États fournisseurs sur leurs ressources génétiques. Il s'agit aussi de promouvoir la compétitivité des entreprises qui utilisent ces ressources génétiques et permet une meilleure clarté juridique au niveau des transactions, ce qui est indispensable pour l'investissement, la recherche et le développement que nous aimerions développer dans le cadre des ressources génétiques. La Commission considère que les règles de conformité qui doivent protéger le droit des fournisseurs doivent servir aussi d'incitation pour un meilleur exercice de partage des bénéfices et d'établir un équilibre entre les avantages et une utilisation durable. Nous pensons que la proposition, et comme dans une discussion avec les parties prenantes, nous pensons que cette proposition a trouvé le moyen le plus efficace pour partager les avantages en respectant le protocole de Nagoya. Nous pensons que le système que nous avons proposé pour la conformité des usagers est tout à fait approprié. Et nous l'avons appliqué aussi dans notre règlement sur le bois. Ce système permettra aux utilisateurs européens de poursuivre la recherche et en utilisant les ressources génétiques en veillant à ce que les ressources soient obtenues conformément aux conditions respectées et que les États membres les respectent et qu'il y ait des négociations entre les usagers et les fournisseurs. Les usagers doivent être informés de tous les droits et obligations concernant les ressources génétiques qu'ils utilisent. Le droit de préserver, d'utiliser ces informations sera positif. L'information sera disponible à partir du premier point d'utilisation et transmise le long de la chaîne des utilisateurs. Bien sûr, la flexibilité du système doit être complétée par des contrôles crédibles sur la conformité. Ce système est donc complété par un système de points de contrôle limité où les usagers doivent déclarer comment ils exercent cette diligence et respectent le système et comment ils réalisent les tests de conformité. Nous avons défini ces règles de façon à ce que la charge soit distribuée équitablement, en tenant compte notamment des besoins des chercheurs et des PME. Nous avons veillé aussi à faciliter le travail des administrations publiques avec nos propositions, en reconnaissant notamment les meilleures pratiques. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je vais donner la parole à mes collègues qui répondront mieux que moi à vos questions. Merci. Je reprendrai le micro pour répondre à quelques questions plus précises posées vis-à-vis de quelques amendements proposés par la rapporteure. Alors, que couvre notre règlement? Les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées, les savoirs traditionnels associés. Donc, ce qui est évalué après l'entrée en vigueur du protocole, ça nous paraît être réaliste et c'est en conformité avec le protocole qui n'exprime pas et ne prévoit rien en matière de rétroactivité. Nous pensons que ça donne la sécurité juridique aux utilisateurs qui peuvent commencer des recherches, entre autres, basées sur ces ressources génétiques. Vous demandiez si juridiquement c'était possible de proposer la rétroactivité. Et je vous dis que le législateur va décider de donner ou pas la rétroactivité. Nous proposons en disant que ça n'est pas une aide, je viens de l'expliquer. Alors, ressources génétiques qui existent déjà en Europe.
dans des collections ou ressources génétiques pour lesquelles on ne peut pas obtenir ce qui est dit à l'article 10 du protocole. Tout ce débat qui est en cours dans le cadre de la CBD pour voir comment s'occuper de ces ressources génétiques dont il s'agit là et le mécanisme prévu à l'article 10, ça c'est la façon que les partis ont trouvé. C'est la réponse des partis à ces difficultés. Donc les partis doivent décider ensuite sur les besoins et les modalités d'un tel mécanisme d'échange mondial. La rapporteure propose de ne pas attendre la solution internationale et de créer un mécanisme pour l'Union européenne. Nous pensons qu'il vaut mieux attendre une solution internationale mondiale dans ce domaine et ne pas interférer avec des activités en cours en intercalant des solutions rapidement à l'échelle de l'UE. Pour la diligence raisonnable et l'interdiction de la biopiraterie. Notre proposition ne s'occupe pas des règles d'accès, mais mon collègue vient de le dire clairement. Nous nous occupons des règles concernant les utilisateurs. Les règles d'accès, nous n'avons pas la compétence en la matière. La souveraineté étant là entre les mains des États membres et pas de l'Union, quand il s'agit de ressources génétiques. Si à l'avenir il y avait une raison pour intervenir, c'est envisageable, mais pour l'instant, nous ne légiférons que sur la conformité. Après avoir examiné toutes les options possibles, nous proposons un système d'intelligence raisonnable couplé avec les obligations de l'utilisateur de déclarer, les obligations des États de vérifier. Donc il y a l'article 47 d'un côté et les 9 et 11 de l'autre côté. Pour nous, cela permet de dire qu'il y a une situation plutôt équilibrée. C'est efficace sur le plan des coûts et ça protège les intérêts des pays fournisseurs. Il ne semble pas qu'on puisse améliorer les choses en introduisant un interdit, une interdiction avec le mécanisme de diligence raisonnable. Nous pensons que dans certains cas, ça peut empêcher les motivations de certains utilisateurs de ressources génétiques. Pour arriver à une interdiction, il faudrait d'abord se doter d'une définition internationale de ce qui est illégal, de ce qu'est la biopiraterie. Et ça n'est pas, pour l'instant pas correctement défini à l'échelle internationale. Je me réfère à un avis de la commission jury de janvier 2013, lorsque le Parlement a voté une résolution sur les ressources IPR, ressources génétiques et IPR et réduction de la pauvreté. Et votre commission jury a dit qu'il faut d'abord clarifier et consolider ces définitions. Maintenant, l'idée de la multiplication des points de contrôle. Alors nous en avons proposé deux. L'un allant au début de la chaîne d'utilisation, lorsqu'une personne bénéficie de certains crédits pour la recherche, et puis à la fin de la chaîne, lorsque quelqu'un arrive à mettre sur le marché un produit. Ces points de contrôle-là, avec les obligations de l'État à vérifier et à sanctionner, à contrôler, à sanctionner. Pour nous, ça suffit. Obligation de l'État à les vérifier. Ça ne concerne pas seulement le contrôle de ce qui était déclaré au point de contrôle. Non, nous pensons que les vérifications de l'État peuvent se présenter à n'importe quelle étape de la chaîne d'utilisation. Et c'est voilà ce qui vient rééquilibrer le fait qu'on peut se contenter donc de deux points de contrôle et c'est crédible comme système. Le législateur pouvant toujours en décider autrement. Parce que... Enfin, en fait, ça, c'est quelque chose qui vous appartient de discuter. Alors maintenant, quand on est dans les domaines qui sont au-delà de la juridiction nationale, qui ne sont pas concernés par cela, un des rapporteurs fictifs a mentionné cela. À ce propos, le protocole de Nagoya et la CBD ne s'appliquent qu'aux ressources génétiques qui sont sous la souveraineté d'un État. En haute mer, les ressources génétiques ne sont pas sous le contrôle d'État. Il y a en ce moment un débat dans le contexte d'UNCLOS pour établir un accord intérimaire
pour protéger dans certaines zones de la haute mer ces ressources génétiques. Donc on prévoit quelque chose pour ce qui sort de ces domaines qui ne sont pas placés sous la souveraineté des États pour l'instant. Et puis vous disiez qu'est-ce qui se passe pour une société publique d'un État qui n'est pas partie à la Convention et qui veut travailler en Europe. Eh bien, il tomberait sous le coup des règles de l'UE, même s'il vient d'un pays, si son siège est dans un pays qui n'est pas partie au protocole de Nagoya. Donc, compagnie américaine, par exemple. Vous avez dit que vous avez eu des demandes d'entreprises de différents secteurs qui demandent à être exclues du champ d'application. Oui, oui, on les a vus, les mêmes, sans doute. Ceux qui demandent à être exclus ou à pouvoir bénéficier de moindres, à être taxés de manière moindre que d'autres utilisateurs. Les seules exclusions qui sont contenues dans le protocole de Nagoya, c'est celles qu'on trouve à l'article 4.1 du protocole qui dit s'il existe un instrument international spécialisé qui s'occupe de ABS. Alors effectivement, cela peut le concerner. Ici, il y a les ressources génétiques phytosanitaires utilisées dans l'agriculture. Et là, il y a 64 espèces végétales qui sont concernées. Effectivement, pour ces espèces-là, on a mis en place un système spécifique. Un autre instrument international qui a été négocié après Nagoya en 2011, c'est l'accord PIP dans le cadre de l'OMS, arrangement international où il faut essayer de voir l'influence des virus, si l'interprète a bien entendu. Alors, autre question, subsidiarité, règles d'accès à l'État, les dégradations. Alors, la question de la subsidiarité a été traitée à fond dans notre évaluation d'impact et discutée avec certains des parlements qui nous ont demandé notre avis, ont prononcé. Nous pensons que il faut légiférer dans le domaine des utilisateurs, parce qu'il y a des utilisateurs qui bougent d'un pays à l'autre, et là, la subsidiarité doit s'appliquer. Donc, le savoir traditionnel, maintenant, c'est couvert, bien sûr, par la souveraineté des États. Nous en traitons dans notre proposition, mais uniquement sous l'angle de la conformité de l'utilisateur. Donc, si c'est associé à une ressource génétique qui vient d'un pays tiers, j'ai l'impression que j'ai répondu à toutes vos questions. Ah oui, il y en a encore une? Oui, un collègue. Je voudrais répondre, me charger de la réponse concernant l'extension de la directive sur ce qui existe en matière de droit environnemental et pénal. Alors, deux aspects dans ma réponse, le collègue l'a dit. La Commission est contre la définition de biopiraterie et d'une interdiction. Donc, est-ce qu'on est contre l'interdiction de la biopiraterie? Nous ne voudrions pas avoir l'amendement là dans la directive. Et pour le second aspect, on n'a pas mené à terme notre consultation interne, mais à première vue, on a l'impression que ça pourrait être en conflit avec l'article 11 du règlement proposé. À l'article 11, on parle de penalties, obligation de se doter de règles avec des sanctions en cas d'infraction à l'article 4, à l'article 7. Si à l'article 4, on interdit la biopiraterie, ce serait couvert. Donc, il pourrait y avoir là un problème, un conflit avec les sanctions que les États membres doivent transposer dans leur législation nationale. Conflit entre cela et la directive. Mais bon, alors c'est encore vraiment à titre d'essai que je vous le dis. Faudrait peut-être amender la directive en la matière, de manière générale. Le président de séance remercie toute l'équipe de la commission. Maintenant, Sandrine Bélier, la rapporteure, a la parole. Je voudrais bien qu'elle réagisse déjà, qu'elle inclue déjà le prochain point de l'ordre du jour, c'est-à-dire la ratification du protocole. Ça nous permettrait après de passer au point suivant. Merci, madame. Merci, Monsieur le Président. Oui, je conclurai
le point suivant, sur la ratification du protocole de Nagoya. À ce stade, donc, je remercie mes collègues, shadow rapporteurs, pour leurs remarques. Nous ne manquerons pas, je pense, d'avoir un certain nombre de discussions sur ces sujets dans les semaines à venir. Je souhaiterais apporter des réponses le plus rapide possible, mais tout de même apporter un certain nombre de réponses suite aux points qui ont été soulevés par les uns et par les autres. D'abord, sur cette question, et elle va se croiser, de cette volonté de renforcer le système de la due diligence par un système de sanctions et d'interdictions clairement définies. En effet, je me suis inspirée des travaux de la directive sur l'interdiction d'importation de bois illégal. Je me suis inspirée des travaux du Parlement européen et de la Commission dans le cadre de définition d'infractions, notamment à la pêche illégale, etc., etc. Je n'ai absolument rien inventé. Et ensuite, d'un point de vue totalement pragmatique, on sait, et mon collègue Garbandy le soulevait, partons du principe de la confiance, partons du principe, parce que nous en avons la conviction, que ce nouveau mécanisme est un mécanisme utile et qui va servir à l'ensemble des utilisateurs des ressources génétiques sur le territoire européen. Mais partons aussi du constat de la nature humaine, que dans le flot de toutes les entreprises de bonne volonté, il y en aura peut-être l'une ou l'autre qui ne jouera pas le jeu. Comment assurer, notamment en termes concurrentiels et par rapport à l'ensemble de la majorité des entreprises ou des acteurs, instituts de recherche qui vont, eux, jouer le jeu de la due diligence, une équité par rapport à celles qui ne le joueront pas si on ne prévoit pas un mécanisme de sanction à la hauteur et en tout cas à objet dissuasif pour mettre tout le monde au même niveau. C'est bel et bien l'objet ici, et en tout cas ma démarche, dans le fait de proposer un système de sanctions et de sanctions pénales. Sur la définition de la biopiraterie, il me semblait intéressant, et pour en avoir discuté avec un certain nombre d'acteurs, et notamment d'acteurs économiques victimes de rumeurs, de biopiraterie ou autres, qu'on avait aussi tout à gagner, finalement, dans le mécanisme pénal qui est défini par la Commission, puisqu'il y a un mécanisme de sanction qui était déjà dans le rapport, de donner un nom, en fait, à ces pratiques que nous considérons, je le disais, qui sont punies ou en tout cas envisagées et définies moralement, mais qui ne le sont pas d'un point de vue légal et pénalement. La biopiraterie ne touche pas seulement l'accès. Il n'est pas seulement une question d'accès, elle touche principalement, et on parle généralement de biopiraterie et dans l'injustice morale que cela présente, à partir du moment où il y a et on génère des bénéfices. Et l'objet du présent règlement est bel et bien d'organiser le partage des bénéfices et des avantages. Donc, cette proposition de définir la biopiraterie, j'entends qu'il y a des discussions à l'échelle internationale. Je ne partage pas l'analyse juridique de dire que, et ce serait, je pense, inquiétant d'imaginer que notre Parlement européen, législateur, est en incapacité de définir des règles, de définir des cadre juridique à partir du moment où le cadre international ne l'aurait pas fait préalablement. Je pense que dans ce domaine, nous sommes législateurs, donc nous avons la capacité de donner une définition à la biopiraterie qui ensuite pourra être discutée à l'échelle internationale, et qu'en plus, et je reviendrai, en termes de sens, nous sommes aujourd'hui, Union européenne, dans le domaine de la biodiversité, leader. Nous avons une vraie confiance, une vraie légitimité au niveau international. Que nous soyons précurseurs dans le fait de donner un cadre, de définir ce qu'est la biopiraterie, je pense que ça n'aura que pour effet de renforcer notre volonté de lutter contre ce type de pratique. Quant au nouveau point de contrôle, mon idée est... On a 2 points de contrôle aujourd'hui qui sont
proposées par la Commission, qui sont le moment de la mise sur le marché, d'une demande de mise sur le marché ou au moment de la commercialisation. Je pense intéressant d'introduire un nouveau point de notification, et notamment au moment de la recherche financée par des financements privés ou publics, pour éviter une situation, je le redis encore, et assurer une sécurité juridique, pour éviter la situation de ne se rendre compte qu'au moment de la demande de mise sur le marché ou de commercialisation par un institut, par une entreprise qui a passé et investi des années de recherche sur un produit, de se rendre compte qu'elle n'est pas dans les clous. Je pense qu'en introduisant ce nouveau point de notification très en amont et au moment de la première utilisation, qui est l'utilisation recherche, garantit davantage de traçabilité et de sécurité juridique pour l'ensemble des acteurs et utilisateurs. C'était le sens. Ça n'est pas une charge supplémentaire, et je suis assez convaincue que ça n'est pas une charge supplémentaire, d'autant que ce qui constitue la charge véritablement, c'est le contrôle prévu à l'article 9, et que plus on multiplie les points de notification et en amont, plus a priori on sera dans des situations de traçabilité qui allégeront les contrôles que devront réaliser les États membres et potentiellement les entreprises. Donc je pense qu'à l'inverse, les propositions qui sont faites en termes de nouveaux points de contrôle visent à faciliter et alléger le système. Sandrine, can you try to... Sandrine, tu peux essayer de conclure, parce qu'il y a encore 3 points à l'ordre du jour. Soulevé. La rétroactivité. Les propositions qui sont faites dans le règlement, il ne s'agit pas, à proprement parler, on ne parle pas de rétroactivité. Il s'agit de vérifier, de redemander un contrat au titre du protocole de Nagoya quand l'utilisation change. Ce qui signifie, si je veux être le plus clair possible, aujourd'hui, il y a une ressource génétique qui a été acquise et qui est utilisée pour la recherche. À aucun moment il est dit ou demandé que cette fameuse ressource génétique fasse l'objet d'un contrat. Mais si cette même ressource génétique, qui aujourd'hui est seulement l'objet de recherche, devait être inclue dans un processus de commercialisation, puisque l'objet du protocole de Nagoya, c'est le partage des avantages et des bénéfices. Il nous semble légitime qu'à ce moment-là, nous ne sommes pas dans la rétroactivité, nous sommes dans une situation de nouvelle utilisation qui donc supposerait, à partir du moment où cette nouvelle utilisation intervient après l'entrée en vigueur du protocole de Nagoya, eh bien qu'elle rentre sous le coup du protocole de Nagoya. Donc ça n'est pas de la rétroactivité telle que l'on peut l'entendre. Je ne vais pas donc pouvoir développer et répondre à toutes les questions, mais nous aurons l'occasion d'en rediscuter et avec plaisir. Et pour conclure, il n'est pas nécessaire de s'étendre sur le prochain point qui est notamment la ratification du protocole de Nagoya par notre Parlement européen, étant entendu que cette ratification découlera de l'adoption du règlement qui a fait l'objet des précédentes discussions. Et j'invite, bien entendu, l'ensemble de notre Parlement à ratifier à l'unanimité ce protocole qui aujourd'hui a été signé par l'ensemble des États membres, à l'exception de 2, et qui est aujourd'hui ratifié par 16 États de l'Union, 16 États, dont l'Inde, le Mexique, un certain nombre de pays africains. Et pour en revenir, je voudrais juste finir sur ce point et l'importance de ratifier le protocole de Nagoya pour nous. On évoquait, et vous évoquiez, Monsieur le Président, le fait que les États-Unis ne sont pas partis à la CDB. Eh bien, je pense que justement, la mise en œuvre du protocole de Nagoya donnera un avantage concurrentiel à l'échelle mondiale renforcé pour l'Union européenne et ses entreprises, parce que nous allons, et puis c'était la crainte de l'accès aux ressources génétiques, dans le cadre de la ratification de ce protocole, nous allons développer avec les pays détenteurs une vraie relation de confiance et nous assurons à nos entreprises européennes, à nos instituts de recherche, un accès facilité et une utilisation durable dans le respect mutuel avec les pays tiers.